Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 22 juin 2024 et vous le voyez comme moi, je suis toujours là. On est toujours vivant malgré cette monstrueuse échéance d'hier qui était censée encore une fois changer le monde, mais je crois que c'est la 23e millième fois qu'il ne s'est rien passé sur l'échéance. On n'a rien passé de spectaculaire en tous les cas, puisque les marchés terminent plus ou moins là où ils étaient jeudi soir. Donc petite journée, néanmoins on sent un regain de désintérêt sur la tech ou de profit taking. Peut-être que c'est l'échéance qui nous amène tout ça. Toujours est-il que pour l'instant, les marchés finissent une semaine. Un cas pas trop moche, pas trop bien. Les Américains étaient absents mercredi, donc il y a certainement eu des gens qui ont dû prolonger un petit peu leur absence. On va repartir pour une nouvelle semaine qui sera hyper importante parce que dedans, on aura le PIB américain et on aura le PCE américain. Et ça, vous savez, le PCE, c'est le chiffre préféré de la Fed. Et c'est ce qui pourra, encore une fois, sûrement nous changer la vie et nous donner des informations pour savoir si vraiment on va nous les baisser ces taux ou bien. Donc on commence ce point de situation justement en revenant sur les chiffres et ce qui est sorti cette semaine aux États-Unis. On a vu globalement un ralentissement au niveau des ventes de détail, on a vu que la consommation était en train de changer, que se transformer un tout petit peu, ce qui veut dire que finalement il y a des choses qui sont en train de bouger. On a vu que les jobless claims c'était plus fort que d'habitude, encore une fois depuis 3 semaines. Résultat, on va quand même dans une direction où l'économie a l'air de ralentir. Et la Fed va devoir se retrouver dans une situation bientôt où ils vont être obligés de faire quelque chose. Alors vont-ils le faire plus tôt que plus tard? On ne sait pas. Mais il y a plusieurs voix qui commencent à s'élever pour dire que les gars, il va falloir commencer à penser à baisser les taux, sinon l'économie va plonger en récession avant que vous ayez le temps de réagir. Donc il faut commencer à se bouger sur ce côté-là. On a vu quand même qu'il y a 2-3 ralentissements qui se confirment, on l'a vu aussi au niveau des commodities. Les commodities qui ont beaucoup bougé cette semaine, entre autres parce qu'il y a eu une amélioration de la demande sur le blé, de la pluie dans les régions du maïs, et puis aussi quelque part un ralentissement au niveau de la consommation, au niveau de la viande de bœuf et de la viande de porc. Parce que là aussi, on sent le ralentissement économique, on sent que les gens consomment moins. Finalement, le seul truc où on n'a pas trop senti cette semaine, c'est le pétrole qui est reparti de nouveau à la hausse, qui fait partie des meilleures performances de la semaine. Donc on est un petit peu au milieu de tout ça en se disant alors visiblement, la consommation se transforme, par contre l'énergie continue à rester chère, et ça c'est peut-être pas forcément rassurant. Mais pour l'instant, on parle pas trop de l'énergie parce que c'est pas la préoccupation principale. Et les Américains se demandent toujours si la Fed va finalement réagir au mois de septembre. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vu comme chiffres et ce qu'on a entendu comme banquiers centraux, ils vont réagir, mais d'abord ils veulent voir des chiffres, d'abord ils veulent voir des confirmations, ils veulent pas réagir trop vite, parce que s'ils réagissent trop vite, eh bien ils risquent d'avoir des conséquences aussi sur l'économie globale. Donc pour l'instant, ils se donnent encore un peu de temps, ils veulent plus de data, et plus de data, c'est peut-être le PIB et le PCE, la semaine prochaine qui permettront peut-être de nous y voir plus clair. En tous les cas, ce qu'il faut surtout retenir sur cette semaine, c'est qu'il y a eu des prises de profit sur la technologie. On a vu Nvidia qui termine relativement en baisse ces 2 derniers jours, pas mal de vendeurs, même si elle s'est bien retournée parce que vendredi matin c'était pas évident, on peut dire que l'échéance y est certainement pour quelque chose. Même chose sur tous les basses performers de la semaine, on va dire, ou même du mois. Et là, on a vu quand même pas mal de prises de profit sur les technos. On en a déjà parlé hier dans le Morning Bull. Mais voilà, ça tapait un petit peu sur le secteur technologique. Mais l'un dans l'autre, on s'en sort pas trop mal. Et tout continue à aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Même si Nvidia a corrigé ces 2 derniers jours, eh bien, vous continuez à avoir une avalanche de recommandations positives et une avalanche de recommandations tout court. Si vous n'avez pas du Nvidia dans vos portefeuilles, vous avez rien compris. Donc pour l'instant, on en est là. La semaine se termine, on va dire, en pente douce aux États-Unis. Et on va attaquer une grosse semaine où là aussi, on aura le temps de parler macro, taux d'intérêt et réaction de la Fed. Autre sujet de la semaine, bien sûr, on continue à parler toujours et encore de ce qui se passe en France, une instabilité politique, 3 blocs, les méchants, les très méchants, les moyennement méchants. Ce qu'on sait à la fin, c'est que de toute façon, aucun des 3 ne réussira à tenir le pays correctement. Le moins pire, ce serait ceux qui sont en place, mais on sait que plus personne ne les veut. De toute façon, à force d'arrogance et de mépris sur le peuple français, plus personne ne veut d'eux. L'extrême droite, ils sont nuls au niveau économique, et l'extrême gauche, ils sont nuls au niveau économique également. Tous les économistes sont d'accord pour dire que s'ils mettent ce genre de plan en place, ça ne va pas fonctionner. Bref, on n'en sait rien. Évidemment, les chiffres sont pas tous les mêmes. Le jour, vous pouviez regarder les gars de la droite, de l'extrême droite, qui disaient que la lutte contre l'évasion fiscale va leur apporter, ça dépend les mecs, mais entre 10, 12, 24, 35, 23, 33 et 50 milliards. Donc, du coup, ils en savent rien, mais ils font du blablabla pour essayer d'être élus. Donc, instabilité. Le rendement du 10 ans français est toujours relativement élevé. Le financement
de la France est toujours compliqué, le spread avec l'Allemagne est toujours tendu, donc on sent que l'instabilité est là, et ça ne devrait pas changer, puisque de toute façon, les élections, c'est le 30 juin, en tout cas, on aura la première partie, le premier tour, qui nous permettra de voir qui sont les deux forces en opposition. Pour l'instant, ça semble clairement être l'extrême droite, et ce front populaire de gauche qui va révolutionner l'économie. Après ça, peut-être qu'on y verra plus clair, mais franchement, si c'est les deux-là qui se retrouvent en finale, eh bien, au niveau économique, on va se poser pas mal de questions sur les marchés financiers, en tous les cas. Après, politiquement, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça va fâcher, mais en tous les cas, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Donc même s'il y a eu un rebond sur les marchés européens et français en particulier, on sent quand même que la tension reste extrêmement présente. Au niveau des banques centrales, vous l'avez vu, la Suisse a baissé les taux, à moins 0,25, c'était plus ou moins attendu. Donc deuxième baisse des taux, pourquoi? Parce que l'économie est sous contrôle, parce que tout va bien. On note aussi un petit problème, c'est que le franc suisse est en train d'augmenter par rapport à l'euro parce qu'il y a de l'instabilité en Europe. Et résultat, les gens viennent se protéger, entre guillemets, sur le marché suisse. Et résultat, eh bien, ceci expliquant peut-être cela et confirmant encore une fois que la BNS va dans la bonne direction. La BNS a également expliqué qu'ils étaient prêts à intervenir sur l'échange si c'était nécessaire, si le franc suisse venait à trop monter. Encore une fois, on connaît l'histoire, on y reviendra peut-être le moment venu, mais pour l'instant, la BNS a fait ce qu'on attendait d'elle, même si pas mal de gens se demandaient si elle se précipitait pas un petit peu trop, mais enfin pour l'instant c'est fait, puis comme on dit toujours, la BNS elle fait ce qu'elle veut. Au niveau économique en Suisse, on notera quand même qu'on a annoncé un excédent commercial de 4,13 milliards la semaine dernière contre récemment 3,77 milliards auparavant. Donc ça va pas mal de ce côté-là, si on peut dire ça comme ça. Et puis au niveau des banques centrales, toujours, l'Angleterre n'a rien fait sur les taux malgré que l'inflation est revenue à 2%. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit répété, l'inflation des services, elle, est toujours à 5,7%. Donc l'un dans l'autre, c'est pas vraiment encore la panache. Donc pour l'instant, la Banque centrale anglaise reste sur ses positions et ne fait rien au niveau des taux. Après, on va juste faire un petit détour par le PMI européen, le PMI composite européen qui est sorti la semaine dernière. Alors, il est sorti à 50,8 contre 52,2 le mois précédent. Et les commentaires derrière étaient assez négatifs parce que les constatations sont telles que finalement on se rend compte que l'économie est en train de ralentir globalement. Là, on n'est plus en train de parler de ralentissement économique ciblé, c'est toutes les économies qui sont en train de s'écraser gentiment et qui pourraient commencer à poser problème à un moment donné. Ce PMI européen a fait un tout petit peu peur, mais c'est vrai que quand on fait le plan global, eh bien on voit que c'est pas si simple que ça. On voit aussi que le prix des transports est en train d'augmenter également, le prix du pétrole qui repart à la hausse. Je suis pas sûr qu'on se dirige vraiment vers un automne serein et tranquille sans aucun problème, sans compter que bien sûr, on va commencer à parler très bientôt et avec intensité des élections américaines, puisque la semaine prochaine, on est censé avoir un débat entre les deux génies qui prétendent devenir président ou rester président des États-Unis à partir du mois de novembre. Les performances de la semaine, vous le voyez sur une semaine, eh bien le pétrole est le champion de la semaine, plus 2,73%, le CAC qui rebondit avec un 67% de hausse, le S&P qui augmente de 0,61% et le Nasdaq qui est en hausse de 0,03%, mais qui a quand même battu des records cette semaine, il ne faut pas oublier de le souligner. La Suisse termine en baisse de 0,15% malgré la baisse des taux, et puis le Bitcoin continue gentiment à sombrer pour l'instant parce qu'il n'arrive pas à rebondir sur les niveaux des 65 000 $. Quand vous avez un indice qui fait plus 0,15%, eh bien, faut pas s'attendre non plus à des trucs extraordinaires au niveau des titres individuels. On notera que Richemont terminait en baisse de 3,3%, que le JTech revenait un peu de 2,15%, un peu à l'image de la tech aux États-Unis. La Zurich qui prenait 2,74% dans le cadre de son share buyback et aussi dans le cadre du fait qu'ils ont vendu un gros immeuble de 100 millions en Espagne. Vous avez Swisslab qui termine également en hausse. Ça, c'est l'effet taux aussi qui se répercute sur les assurances. Novartis et Nestlé qui étaient en baisse légèrement. Et puis Roche qui est en hausse de 2,10% encore une fois. Vous voyez, ça fait quand même 3 semaines ou 4 semaines de Suisse que le bon Roche continue de rebondir. Pour le reste, rien de spécial à signaler sur le marché suisse cette semaine, si ce n'est UBS, mais on va y revenir dans quelques instants. UBS qui termine quand même en hausse de 0,41%, malgré la masse d'informations qui vous est tombée dessus cette semaine sur le sujet de la plus grande banque de Suisse. On attaque les graphiques rapidement, il n'y a pas eu des monstres changements comme vous le voyez. Alors sur le SMI, on se bat toujours avec cette zone de support résistance, on va dire autour des 12 000, plus psychologique qu'autre chose, vous le voyez. Ici, on a fait en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Et finalement, on termine quand même en dessus. On est à 12 012 en clôture sur le SMI. Il faudra surveiller quand même gentiment ce qui est en train de se passer. On voit qu'on est dans une zone d'hésitation sur l'index suisse pour l'instant. Si on arrive à repasser en dessus des 12 075, on pourra commencer à dire on va aller chercher les plus hauts
en direction du haut du canal, mais ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Par revanche, si on continue à s'effriter gentiment, il y a un risque potentiel de retour en direction des 11 738 qui correspond au top du mois de mars et de fin mars également. Et puis à ce rebond qu'on a eu ici dans le courant du mois de mai. Donc point intéressant au niveau des 11 750, sans compter que comme par hasard, la moyenne mobile des 50 jours passe par ici. La France, vous voyez, toujours avec notre système de Head and Shoulder qui a été atteint. On est revenu donc sur les bas et comme par hasard, ça a déclenché un rebond. Là, on bute sur la moyenne mobile des 200 jours sur le CAC 40. Donc, il y a un risque potentiel de revenir en direction du bas de ce Head and Shoulder qui fera effectivement, qui fera effet de support légèrement au-dessus des 7400. On a vu que c'est très important pour la France de terminer au-dessus des 7600 points sur le CAC, et c'est fait cette semaine. Il faudra voir là où de nouveau comment ça va évoluer, mais je vous rappelle qu'on va quand même dans une semaine d'incertitude parce qu'il y a de plus en plus de sondages qui sortent sur la France, et qu'en fonction de ce qui va sortir et en plus de ce qui sortira dimanche prochain, eh bien ça risque de rigoler. Mais notons quand même que ce gap-là a été fermé et ça c'est une bonne nouvelle. Le DAX, comme vous le voyez, est toujours dans sa tendance baissière. Alors j'ai laissé ce petit carré assez rigolo parce que vous voyez quand même que depuis le 6 juin quand on a baissé les taux, eh bien depuis, on n'est plus jamais revenu à ces niveaux-là et on fait que de baisser. Alors c'est assez marrant parce qu'on se dit toujours oui, mais tu vois, quand les taux baissent, c'est positif pour les marchés equity. Oui, effectivement, sauf qu'on sait historiquement parlant qu'à chaque fois qu'on a une baisse des taux, eh bien, en général, on a une phase de baisse et puis ensuite, on commence à repartir. Là, le DAX, pour l'instant, est en baisse de 2,6% depuis le début de la baisse des taux. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais vous voyez que pour l'instant, la tendance baissière s'affirme. On va avoir des problèmes pour casser la moyenne mobile des 50 jours si on veut remonter. Il faudra un peu de la news intéressante. Et puis, si on casse de nouveau la zone des 18 000 sur le DAX, on va s'ouvrir la porte pour aller sur les 17 285 qui correspond bien évidemment à la moyenne mobile des 200 jours. Et n'oubliez pas non plus qu'on a laissé un petit gap dehors ici qui est juste à la frontière des 17 000 points sur le DAX. On passe aux États-Unis. Le S&P 500 a donc battu un record d'altitude durant la semaine mais termine en baisse. Alors vous voyez, on peut appeler ça un top, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. En tous les cas, si on doit revenir un peu ces prochains jours, on reviendra sur les 5400 qui correspond à cette zone de support qui était une ancienne résistance. Bien sûr que les États-Unis vont fonctionner principalement, comme je vous l'ai dit, à cause du PIB et à cause du PCE, en fonction du PIB et du PCE plutôt. Et ça sera pour jeudi et vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi, ça risque d'être un tout petit peu fatigant peut-être pour les marchés cette semaine. Nasdaq pareil, toujours mon biseau ascendant. Vous voyez qu'on a aussi fait un top comme le S&P 500, mais c'est aussi un top qui va avec la tech qui a marqué le pas. Encore une fois, est-ce que c'était l'échéance et les gens ont juste pris les profits sur l'échéance? On verra. En tous les cas, prochain support sur le Nasdaq, sur les niveaux de la résistance, de l'ancienne résistance au niveau des 19 200. Et puis j'ai toujours un target avec cette cassure du biseau ici en direction des 20 800 sur le Nasdaq ces prochains temps. Le SOX record là aussi, prise de profit, merci Nvidia, pas grand chose à dire de ce côté-là, hein, vous le voyez ici, c'est très flagrant, c'est un petit peu la même tronche que le graphique de Nvidia d'ailleurs. Donc le SOX est revenu, prise de profit un peu tout azimut, attention là aussi, petit gap à clôturer, on a bien réussi à retourner la situation vendredi, c'était mal embarqué vendredi après-midi. On termine plutôt pas mal, mais si on vient clôturer ce gap, on reviendra juste en dessous des 5400 et là on pourra potentiellement parler d'éventuelles tentatives de rebond. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il y a encore un gap là et il y a même un tout petit gap là en dessous et ça pourrait laisser place à un petit peu de volatilité ces prochains temps. Ne sait-on jamais. Le pétrole, je vous le montre quand même, hein, le pétrole, alors vendredi c'était la seule journée où finalement on a quand même terminé en baisse, hein, parce que vous voyez que depuis quelques temps on n'en parle pas beaucoup, mais entre ce bas là qu'on fait au début du mois de juin, le 4 juin, et aujourd'hui c'est 12%, ce mouvement là c'est 12% de hausse sur le baril, et donc ça il faudra aussi surveiller très attentivement. On revient, inutile de vous dire que sans avoir fait des grandes études d'analyse technique, eh bien si vous regardez cette zone là, la zone des 79, c'est un peu la zone pivot. Donc là, on peut s'attendre à revenir potentiellement pour compenser cette forte hausse qu'on a eu ces derniers temps et essayer de repartir à la hausse. On reste dans ce triangle latéral énorme, pardon, je vais pas le bouger, voilà, pardon. Ce triangle latéral énorme qui pourrait à un moment donné donner lieu à un déclenchement. Mais vous voyez, si on se base sur ces deux écarts monstrueux qui pourraient se produire, écarts qui sont basés sur l'écartement du triangle ici, hein. Donc, si on vient dans cette zone-là, c'est pas pour tout de suite, mais je pense que dans les prochains temps, d'ici, on va dire
la rentrée et on pourrait avoir un mouvement assez spectaculaire sur le pétrole. Mais en tous les cas, pour l'instant, le baril est remonté, est bien remonté. Mais comme je le dis régulièrement, il est remonté de manière assez discrète quand même. Dans les vedettes de la semaine en Suisse, eh bien, on reparle de Julius Baer et de EFG. Il y a de nouveau des rumeurs de takeover de la part de l'un sur l'autre, mais pour l'instant, rien de confirmé. Les deux titres n'ont pas beaucoup bougé, mais en tous les cas, sachez quand même que la rumeur circule toujours et c'était un des petits points fun de la journée. Ça, en plus de l'annonce de la BNS, bien sûr. Et Givaudan a été révisé à la hausse par plusieurs analystes cette semaine. Il y a eu apparemment un meeting avec le CEO et plusieurs analystes ont eu l'occasion de le rencontrer. Après discussion, eh bien, on a entendu beaucoup d'upgrades, on a vu beaucoup d'upgrades, entre autres, on s'attend surtout à une croissance de 16,3% dans le secteur des parfums et 13,3% dans le domaine du goût et de la nutrition, ça c'est pour les 12 mois à venir. Et donc du coup, pas mal d'analystes ont revu ça à la hausse. Alors il y a eu 2 upgrades majeurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'un des upgrades, il passait de underperform à hold. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va sous-performer, ça vaut même pas la peine de l'avoir dans votre dossier, donc vendez-le, ou alors vendez progressivement au fur et à mesure de la hausse. Et maintenant, ça veut dire, attention, si vous en avez encore, gardez-les. Mais quand vous regardez la tronche du graphique, vous voyez que quand même depuis octobre l'année dernière, le titre, il a explosé. C'est une hausse de 58% si vous prenez l'indice depuis là, enfin l'indice, le titre depuis là jusque là, on est à 58% de hausse. Et maintenant, on vous dit, alors là, on vous dit underperform, et là, on vous dit conserver. Ouais, ok, je sais pas. Moi, je suis content de pas être analyste à la fin. L'UBS aussi était sous les feux de la rampe. On en a parlé cette semaine dans le Morning Bull Live, donc je vais pas revenir trop longtemps dessus. La FINMA a donc validé la fusion. La FINMA considère qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'UBS. Il n'y a pas de monopole. C'est pas une grosse banque qui a la maîtrise du jeu. Donc il n'y a pas de souci. Tout va bien. Tout le monde est content. Donc c'était une bonne nouvelle. Néanmoins, l'UBS termine un peu en pâte à caisse. On notera aussi qu'ils ont annoncé cette semaine qu'ils ont lancé une procédure pour proposer à des anciens investisseurs de fonds Crédit Suisse pourris qui n'ont pas marché de les rembourser à hauteur de 90% si ils acceptaient de pas les poursuivre au niveau judiciaire. Donc ils essaient de débarrasser définitivement des casseroles Crédit Suisse, qui est assez intelligent globalement. Et donc du coup c'est encore quelque chose à surveiller. Néanmoins, si vous regardez le graphique, ça donne un petit peu des sueurs froides par moment. Alors des sueurs froides, tout est relatif, bien sûr, mais vous voyez que finalement, l'UBS, on a échoué à casser ses résistances. Donc là, on peut dire qu'on a un double top. Et donc, du coup, si on se bat sur le double top, ça voudrait dire que potentiellement, on a quand même la capacité de revenir ici. Alors, ça me paraîtrait énorme que l'UBS réussisse à perdre autant ces prochains temps. Il faudrait vraiment expliquer pourquoi et quelle serait la justification. Mais en tous les cas, vous voyez que la moyenne mobile des 50 jours est en train de se retourner. Donc à terme, ça donne ça, c'est pas très positif. On voit qu'on a une certaine fatigue et malgré les bonnes nouvelles de la FINMA, eh bien, on est un peu fatigué. Voilà, donc je surveillerai attentivement ce point bas qui est ici sur ce candlestick-là, qui nous met un low autour des 26,50. Et je pense que si on casse les 26,50, on a de fortes chances d'aller combler ce gap ici qu'on a laissé ici autour des 25 balles. Donc si on revient sur les 25, moyenne mobile des 200 jours, bas du double top par ici, je pense que 24,5, si ça venait à baisser, ça sera un super bon point d'entrée sur l'UBS, mais pour l'instant on n'en est pas là. Néanmoins, méfiez-vous, cette tendance-là me plaît pas. En plus, on réintègre ce biseau qu'on avait cassé. C'est pas super intéressant comme graphique. Là, pour l'instant, ça fait un petit peu peur. Le MP0621, ça vous dit quelque chose? Le MP0621, c'est un médicament qui est en développement chez Molecular Partners. Et Molecular Partners est en train de bien avancer dans ce médicament. C'est un médicament qui permet de lutter contre la leucémie. Il parle d'un essai clinique d'ici à peu près 2025, d'ici l'année prochaine. Donc tout ça est bien encourageant et ça fait déjà plusieurs semaines que Molecular Partners est sous les feux de la rampe et le titre n'arrête pas de monter. Donc ça continue encore la semaine dernière. Je crois que sur la semaine, on fait une très très belle performance encore une fois. Voilà, le graphique se passe de commentaires. Vous voyez qu'il y a 2 semaines en arrière, ça valait 3 balles, 3 balles 50 et que ça vaut 9. Donc on peut dire que le titre a quasiment triplé en quelques jours avec ces très belles évolutions sur la thématique de la leucémie. Alors pourvu que ça dure, difficile de faire de l'analyse technique là-dessus, c'est vraiment un one-time event par rapport à un médicament. On pourra toujours dire qu'il y a un gap à combler ici autour des 13 ou 14 francs suisses, mais enfin, il va falloir annoncer encore d'autres nouvelles pour dynamiser le marché. Voilà, donc à surveiller quand même. Mais voilà, c'était pour la petite histoire. Très très bonne nouvelle, encore une fois, pour la 3e semaine de suite sur Molecular Partners.
Et puis on terminera avec Geberit qui a annoncé avoir terminé son programme de rachat d'actions de 600 millions de francs suisses. Depuis, le titre est un petit peu en désuétude, mais par contre, ils ont annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 300 millions de francs suisses. Voilà, mais malgré tout, pour l'instant, le fait d'avoir stoppé ce programme, pour l'instant, ça calme un peu le titre et il pourrait revenir encore un petit peu d'ici qu'il lance ce nouveau programme qui est prévu au 3e trimestre 2024. Alors vous voyez que le titre, eh bien, il est re-rentré dans son range latéral dans lequel on était sorti ces derniers temps. Cette espèce de crise de dépression à court terme pourrait nous ramener en bas du gap sur les 512, auquel cas on pourra rejouer la tendance pour repartir à la hausse avec le début de ce nouveau share buyback sur Geberit. Voilà ce que l'on pouvait raconter cette semaine qui aura été encore une fois riche en événements pour tout ce qu'on vient d'expliquer, et on a une semaine qui se précise encore une fois, qui va être extrêmement spectaculaire. Rien de spécial au niveau des résultats, mais vraiment des gros trucs macro, un PIB américain, un PIB britannique, PCE aux États-Unis. Ce sera bien sûr en fin de semaine. Et puis, on va continuer à parler attentivement, on va continuer à parler beaucoup plutôt et surveiller attentivement ce qui se passe en France, parce que ça restera certainement le point le plus important de la semaine, qui aura des conséquences lundi prochain et probablement encore jusqu'au 8 juillet. C'est une quasi-certitude, et autant vous dire que si c'est l'extrême droite qui reprend le gouvernement, ça va être une catastrophe sur les marchés financiers, et si c'est la gauche, si c'est le Front populaire, eh bien c'est pas sûr que ce soit vu non plus. Bref, il y a encore 2-3 turbulences qui risquent de venir sur les marchés financiers ces prochains temps. Ça tombe bien, comme ça j'aurai l'occasion de vous retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de mettre des pouces partout, là machin, je sais pas comment on fait, de la commenter, de la partager, et puis passez un bon week-end, et on se voit lundi matin, comme d'habitude. Bye bye.